Mes parents ont tout laissé tomber pour les enfants de mon frère, mais ont dit que garder mon son pendant 4 heures était trop leur demander. Alors, je leur ai coupé les ponts d'une manière dont ils ne se remettront jamais. Moi, un homme de 32 ans, je suis ce que l'on pourrait appeler la déception de la famille. Non pas parce que je suis un raté. Bien au contraire, en fait. Je suis un ingénieur civil qui possède une petite entreprise de conseil en construction. La déception vient du fait que je ne suis pas mon jeune frère, Ryan, qui a 29 ans. J'ai passé toute ma vie à vivre dans l'ombre de son prétendu potentiel, à voir mes accomplissements être diminués et ignorés tandis que ses plus petits efforts étaient célébrés comme des victoires olympiques. Il n'a pas toujours été facile de reconnaître ce schéma. Quand on grandit dans un foyer avec un favoritisme aussi flagrant, on commence à croire qu'il y a quelque chose de spécial chez son frère ou sa sœur qui nous échappe, une qualité qui les rend plus méritants d'amour et d'attention que nous. Il m'a fallu des années de thérapie après avoir quitté la maison pour comprendre que le problème ne venait pas de moi. C'était la dynamique familiale toxique que mes parents avaient créée. Laissez-moi vous brosser un tableau de mon enfance. Une série de moments qui, individuellement, peuvent sembler anodins, mais qui, collectivement, ont formé le récit de ma place dans la famille. Quand j'avais 8 ans, Ryan a cassé la vaisselle en porcelaine de l'arrière-grand-mère de notre mère, un héritage familial qui avait été soigneusement préservé pendant des générations. Maman nous avait toujours dit à quel point elle était précieuse, comment elle avait survécu au voyage depuis l'Europe avec ses ancêtres. Quand Ryan l'a fait s'écraser au sol lors d'une de ses crises de colère, nos parents ont simplement dit « les accidents, ça arrive ». Ils l'ont réconforté pendant qu'il pleurait, lui disant que c'était juste de vieilles choses. Quoi qu'il en soit, 3 semaines plus tard, quand j'ai accidentellement cassé une assiette ordinaire en essuyant la vaisselle, ils m'ont sermonné pendant près d'1 heure sur la nécessité d'être plus prudent et sur le coût des choses, me faisant faire des corvées supplémentaires pour la rembourser. À 16 ans, après des mois de nuit blanche à perfectionner mon projet, j'ai remporté le concours scientifique de l'État avec un système de filtration d'eau innovant. Les juges ont dit qu'il montrait une promesse exceptionnelle pour des applications dans le monde réel. Mon professeur de sciences a personnellement appelé mes parents pour leur dire à quel point ils devraient être fiers. La cérémonie était prévue à 14 heures un samedi. Mes parents avaient promis qu'ils seraient là, mais à midi, ils m'ont informé qu'ils ne pourraient pas venir parce que Ryan avait un match de football, un match de saison régulière où il est resté sur le banc de touche pendant tout le match, comme il l'avait été toute la saison. J'ai accepté ma récompense seul, regardant les autres enfants célébrer avec leur famille pendant que je me tenais à l'écart, mon certificat serré dans mes mains tremblantes. Quand j'avais 18 ans, j'ai reçu une bourse d'études complète pour l'un des meilleurs programmes d'ingénierie du pays. La lettre est arrivée un mardi, et j'avais hâte de partager la nouvelle au dîner. Quand je l'ai annoncé, m'attendant à au moins une certaine reconnaissance de cet accomplissement, leur réponse a été tiède. Eh bien, l'ingénierie est un choix sûr, je suppose. Ryan est si créatif avec sa musique, ont-ils dit. Ils ont ensuite passé le reste du repas à discuter du prochain récital de Ryan au café du coin. La bourse qui leur ferait économiser des dizaines de milliers de dollars en frais de scolarité a à peine été mentionnée de nouveau. À 22 ans, j'ai été diplômé summa cum laude avec un diplôme en génie civil, ayant déjà des offres d'emploi de 3 entreprises prestigieuses. Mes parents sont venus à la remise des diplômes, mais ils ont passé la plupart de la cérémonie sur leur téléphone, à envoyer des textos à Ryan à propos de l'installation de son groupe pour leur concert de ce soir-là. Ils sont partis immédiatement après que mon nom a été appelé, ne restant même pas pour la réception ou pour rencontrer mes professeurs, qui voulaient les féliciter d'avoir élevé un étudiant aussi dévoué. Ils étaient plus soucieux d'arriver au bar local où le groupe de Ryan jouait devant un public d'à sans grave peine 20 personnes. Quand j'ai créé ma propre entreprise à 25 ans, après avoir économisé chaque centime et travaillé 80 heures par semaine dans une plus grande entreprise pour apprendre le métier, ma mère a remis en question ma décision. N'est-ce pas risqué ? Peut-être que tu devrais juste travailler pour quelqu'un d'autre comme le fait Ryan au magasin de musique. Peu importe que le travail de Ryan au magasin de musique soit à temps partiel, payé au salaire minimum, et lui permettait principalement d'utiliser le matériel d'enregistrement après les heures de travail pour ses propres projets. Mon plan d'affaires, mon étude de marché et les contrats que j'avais déjà obtenus ne signifiaient rien comparé à la stabilité de Ryan dans un emploi qu'il pouvait à peine conserver. Ryan était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, malgré son palmarès d'échecs et de dépendance. Il a abandonné l'université 3 fois. D'abord, le programme de musique à l'université d'État parce que les professeurs ne comprenaient tout simplement pas son style. Ensuite, le collège communautaire parce que le programme était trop restrictif pour sa créativité. Et enfin,
un programme en ligne parce qu'il lui prenait du temps sur la pratique de son groupe. Chaque fois, mes parents le consolaient, l'assurant que ce n'était pas de sa faute et que l'enseignement supérieur n'était tout simplement pas pour tout le monde. Ils ont financé chacune de ses tentatives entièrement, y compris en lui achetant du nouvel équipement qu'il prétendait nécessaire pour ses études. Il a vécu à la maison jusqu'à 27 ans, occupant la plus grande chambre, que mes parents ont rénové 2 fois pour accommoder ses besoins de studio, avec une insonorisation qui leur a coûté des milliers de dollars. Il avait environ 0 compétence de vie. Il ne pouvait pas cuisiner au-delà des repas au micro-ondes, n'a jamais appris à faire la lessive correctement et devait appeler mon père chaque fois qu'une ampoule devait être changée. Mais il jouait de la guitare et ou poursuivait ses rêves. Alors apparemment, cela le rendait meilleur que moi, le fils ennuyeux qui se contentait de construire des choses pour gagner sa vie, qui concevait des infrastructures que des milliers de personnes utilisent quotidiennement, qui créait des emplois et contribuait de manière tangible à la société. En grandissant, j'ai vu Ryan tout obtenir sur un plateau d'argent pendant que je me débrouillais avec le strict minimum. Une nouvelle guitare pour Noël? Bien sûr. Pas n'importe quelle guitare, mais une Gibson à $1200 qu'il convoitait. Un nouvel ampli pour son anniversaire? Absolument. Une installation de qualité professionnelle dont la plupart des musiciens amateurs ne pourraient que rêver. Une batterie complète pour compléter son son malgré son absence de connaissances en percussion? Pourquoi pas? Pendant ce temps, je travaillais à la quincaillerie après l'école dès l'âge de 16 ans, faisant 20 heures par semaine tout en maintenant ma moyenne générale de 4.0, juste pour m'acheter ma propre calculatrice graphique pour les cours avancés parce que mes parents disaient que c'était trop cher à $120. J'ai économisé pendant des mois pour m'acheter un ordinateur portable décent pour l'université pendant que Ryan recevait un MacBook haut de gamme pour sa musique. Quand j'ai finalement eu le courage de souligner la disparité dans la façon dont nous étions traités, en asseyant mes parents pour une conversation sérieuse pendant ma 2e année d'université, ma mère m'a tapoté la main avec condescendance et a dit « Mais Marcus, tu es si responsable. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour toi comme nous le faisons pour Ryan. Tu as toujours été si autonome. » Mon père a hoché la tête en signe d'accord, ajoutant « Ryan a besoin de plus de soutien pour trouver sa voie. Tu as toujours connu la tienne. » Traduction, tu es le cheval de trait. Il est le poney de concours. Tu existes pour tirer la charrette. Il existe pour être admiré. Ton but est de réussir pour que nous puissions payer pour ses échecs. Ta stabilité n'est pas une vertu à récompenser, mais une attente à exploiter. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. J'ai réussi à me construire une vie réussie malgré le manque de soutien de mes parents, bien que non sans quelques difficultés personnelles en cours de route. Je suis divorcé après avoir surpris mon ex avec son collègue de travail. Oui, cette vieille histoire qui ne devient jamais moins douloureuse, peu importe à quel point elle est courante. J'ai la garde partagée de mon incroyable fils de 6 ans, Tommy. Le divorce a été laid et coûteux, émotionnellement épuisant d'une manière à laquelle je n'aurais pas pu me préparer. Mais je me suis battu avec tout ce que j'avais pour une garde à 50-50e parce que Tommy est mon monde, ma raison de continuer à avancer même dans les jours les plus sombres. Le divorce lui-même pourrait faire l'objet d'un autre post, une histoire édifiante sur le fait de faire confiance à la mauvaise personne et de reconstruire sa vie sur les cendres de la trahison. J'étais en voyage d'affaires pour superviser un projet majeur à Phoenix, une visite de 3 jours qui a été écourtée lorsque le client a signé le contrat plus tôt. Excité à l'idée de surprendre ma femme avec la bonne nouvelle et la commission qui s'ensuivrait, j'ai pris un vol plus tôt pour rentrer. Je me souviens encore du sentiment de naufrage dans mon estomac en arrivant dans notre allée, voyant une voiture inconnue garée là. Une partie de moi a su instantanément, mais une autre partie a essayé de rationaliser. Peut-être que c'était juste un ami en visite. Peut-être qu'elle avait appelé quelqu'un pour lui tenir compagnie pendant mon absence. J'ai ouvert notre porte d'entrée doucement, entendant de la musique jouer à l'étage. En montant les escaliers, j'ai entendu des rires. Ces rires, mais différents en quelque sorte, plus décomplexés que je ne l'avais entendu depuis des mois. Je les ai trouvés dans notre lit, le lit pour lequel nous avions économisé pendant des mois lorsque nous nous sommes mariés. Le lit où Tommy avait été conçu. Son collègue de travail, Jason, que j'avais rencontré lors des fêtes d'entreprise, que j'avais invité chez nous pour dîner quelques semaines auparavant, était avec ma femme de la manière la plus intime possible. La scène qui a suivi était à la fois ridicule et déchirante. Son choc, son empressement à ramasser ses vêtements, mon calme étrange alors que je me suis simplement retourné et suis sorti, conduisant sans but pendant des heures jusqu'à ce que je puisse penser clairement. Quand je suis revenu, elle était seule, en pleurs,
pleine d'excuses sur le fait que je n'étais pas disponible émotionnellement et qu'elle avait des besoins. Des justifications classiques qui n'ont rien fait pour réparer ce qui avait été irrémédiablement brisé. Elle a essayé de tout me prendre dans le divorce, une méchanceté émergeant que je n'avais jamais vue au cours de nos 8 années ensemble. Elle a prétendu que j'étais un père absent parce que je travaillais trop, oubliant commodément que mon travail avait fourni le style de vie confortable auquel elle s'était habituée, les vacances qu'elle publiait sur Instagram, l'école maternelle privée où allait Tommy. Le juge, heureusement, a vu clair dans ses accusations, surtout quand je suis arrivé avec 3 ans d'événements scolaires méticuleusement documentés, d'entraînement de football, de rendez-vous chez le médecin et d'histoire du soir consignés à la fois dans des calendriers numériques et un journal physique que j'avais tenu. Une habitude que j'ai développée précisément à cause de mes propres expériences d'enfance d'être négligé et diminué. J'étais déterminé à ce que Tommy ne doute jamais de son importance dans ma vie, ne se demande jamais s'il comptait. L'épreuve était accablante, mais la bataille juridique m'a tout de même coûté 50 000 $ en frais, épuisant une partie importante de mes économies et me forçant à contracter un prêt sur mon entreprise pour couvrir les coûts. Ryan a finalement mis de l'ordre dans sa vie à 27 ans, a épousé Britney, une fille adorable bien trop bien pour lui. Et ils ont des jumeaux de 4 ans. Il travaille comme coordinateur musical dans une église locale, jouant essentiellement de la guitare le dimanche et dirigeant le groupe de jeunes. Mes parents, papa, 65 ans, et maman, 62 ans, sont à la retraite. Papa travaillait comme cadre intermédiaire dans une papeterie, et maman avait un emploi à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet de dentiste. Ils se plaignent toujours d'argent mais ont réussi d'une manière ou d'une autre à maintenir leur style de vie. Et voici le clou du spectacle. Depuis 5 ans, je leur envoie 800 $ par mois pour les aider avec les factures. J'ai commencé cela quand papa a pris sa retraite parce qu'il prétendait que la sécurité sociale ne suffisait pas. Moi, étant un idiot qui croyait qu'il fallait aider sa famille, je n'ai pas hésité une seconde. Ils m'ont vendu cette histoire larmoyante sur la façon dont la pension de papa avait été réduite, comment l'assurance maladie ne couvrait pas les ordonnances de maman, comment la maison avait besoin de réparations qu'il ne pouvait pas se permettre. J'ai tout gobé. Hameçon, ligne et plomb. La famille est de la famille, disait papa. Drôle de voir que cela ne fonctionnait que dans un sens. Le mois dernier, je me suis inscrit à un programme de MBA pour cadre afin de développer mon entreprise. Les cours ont lieu le week-end, ce qui correspond à mon calendrier de garde. Puis j'ai été sélectionné pour faire une présentation lors d'une grande conférence de l'industrie, une énorme opportunité qui pourrait déboucher sur des contrats valant des millions pour mon entreprise. La présentation avait lieu un mercredi à 14 h, et j'avais Tommy cette semaine-là. Cette conférence était le sommet international de la gestion de la construction. Être sélectionné pour présenter, c'est comme être invité à pitcher directement devant tous les grands acteurs de l'industrie. Mon sujet, la réduction innovante des coûts dans les projets d'infrastructures municipales, est ennuyeux pour la plupart des gens, mais ces contrats pourraient assurer l'avenir de mon entreprise pour la prochaine décennie. Ma babysitter habituelle a eu une urgence familiale. Sa mère a eu une crise cardiaque, ce qui était tout à fait compréhensible. Ma remplaçante était malade avec la grippe. J'ai appelé 3 garderies, mais elles étaient toutes complètes. J'ai même envisagé d'amener Tommy avec moi, mais un enfant de 6 ans à une conférence professionnelle n'allait pas fonctionner. J'avais besoin de quelqu'un pour garder Tommy de 12 h à 16 h. C'est tout. 4 heures. J'ai appelé mes parents, qui vivent à 25 minutes dans une belle maison de banlieue qui, j'ai appris plus tard, est hypothéquée jusqu'au cou. Ils publient toujours sur Facebook qu'ils sont des grands-parents comblés et que la famille, c'est tout. Quand j'ai appelé ma mère, j'ai expliqué la situation et demandé s'ils pouvaient garder Tommy pendant ces quelques heures. Elle a immédiatement trouvé des excuses, disant que le mercredi ne leur convenait pas. Quand j'ai demandé si quelque chose n'allait pas ou s'ils avaient un rendez-vous chez le médecin, elle a mentionné que le genou de mon père le faisait souffrir et qu'ils essayaient de se reposer davantage. J'ai insisté sur le fait que ce n'était que 4 heures, que je pouvais le déposer et le récupérer, et qu'il avait juste besoin de déjeuner et de quelqu'un pour le surveiller pendant qu'il jouait avec ses Legos. Elle a refusé, suggérant que je demande plutôt à Ryan. Quand je lui ai rappelé que Ryan travaille le mercredi, elle a simplement dit « Eh bien, je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu t'en sors toujours. » Cette dernière phrase, « Tu t'en sors toujours », était l'histoire de ma vie. Le bon vieux Marcus Fiable trouvera une solution. Il s'en sort toujours. J'ai dû annuler la présentation. Perdant l'opportunité, la société a choisi une autre entreprise.
Mon partenaire commercial a appris plus tard par ouï-dire que notre concurrent avait décroché des contrats d'une valeur de 2,8 millions de dollars grâce à cette seule présentation. 4 jours plus tard, je déjeunais avec un client qui me montrait des photos de leur récent voyage à Disney World. Alors qu'il faisait défiler les photos, j'ai vu un visage familier en arrière-plan d'une photo. Mes parents. À Disney World avec les jumeaux de Ryan. Je me suis littéralement étouffé avec mon sandwich. Le client a cru que je faisais une réaction allergique. Je lui ai demandé de revenir en arrière et ils étaient là, clairs comme le jour, portant des oreilles de Mickey Mouse et souriant comme des idiots. J'ai vérifié Instagram et bien sûr, Britney avait posté tout un album, Semaine magique à Disney avec les meilleurs grands-parents du monde. Merci, maman et papa, d'avoir rendu cela possible. 7 jours. Ils ont passé 7 jours à Disney World avec les enfants de Ryan mais ne pouvaient pas garder mon fils pendant 4 heures. Les photos les montraient à des petits déjeuners avec les personnages, lors de visites privées pour personnes très importantes, portant des articles Disney assortis, dînant dans des restaurants chers, utilisant le Fast Pass. Pour tout, et séjournant dans une suite au Grand Floridian. J'ai compté les photos. 247 photos réparties sur plusieurs publications. Vous savez combien de photos ils ont avec Tommy sur leurs réseaux sociaux? 12. Au total. Depuis toujours. J'ai fait le calcul. Ce voyage a coûté au moins 15 000 $. Le pire, c'est dans une vidéo où j'ai entendu ma mère dire « Nous planifions cela depuis des mois. Les garçons méritent un tel traitement spécial. » Ils planifiaient cela depuis des mois. Alors que je coordonnais les emplois du temps depuis des semaines pour m'assurer qu'ils sauraient quand j'aurais besoin d'aide. J'ai appelé ma mère sans politesse. J'ai immédiatement mentionné avoir vu leur voyage à Disney. Après une longue pause, elle a admis qu'elle allait m'en parler. Je l'ai confrontée sur le fait d'avoir passé une semaine à Disney mais d'être incapable de garder Tommy pendant 4 heures. Elle m'a accusé d'être dramatique, disant que les garçons de Ryan avaient eu du mal à s'adapter à la maternelle et qu'ils voulaient faire quelque chose de spécial. Quand j'ai demandé quand ils avaient fait quelque chose de spécial avec Tommy pour la dernière fois, elle a prétendu qu'ils le voyaient. Je l'ai mise au défi de nommer une seule fois au cours des 6 derniers mois, et elle n'a pu mentionner que Noël, où ils sont passés 20 minutes pour déposer un jouet à 10 $ tout en apportant des consoles de jeux complètes aux enfants de Ryan. Alors que la conversation s'envenimait, elle a insisté sur le fait qu'ils aimaient tous leurs petits-enfants de la même manière. Je l'ai informé que les 800 $ que je lui envoyais chaque mois cesseraient immédiatement. Elle était outrée, disant qu'il dépendait de cet argent. Quand j'ai fait remarquer qu'il semblait en avoir beaucoup pour des voyages à Disney, elle a insisté sur le fait que c'était différent, que Ryan en avait besoin. J'ai simplement dit, j'avais besoin de 4 heures, et j'ai mis fin à l'appel, bloquant ensuite leurs 2 numéros. La première semaine après notre confrontation a apporté le silence, un silence magnifique et paisible. J'ai en fait mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Au cours de la deuxième semaine, Ryan a commencé à m'envoyer des textos, clairement paniqué par ce qui se passait avec nos parents. Maman et papa paniquent. Que as-tu fait? A-t-il texté, suivi d'une douzaine d'autres textos, chacun plus désespéré que le précédent, mentionnant qu'ils ne pouvaient pas payer leur hypothèque et que ma mère pleurait constamment. Je l'ai ignoré, pensant que cela les détruisait, et que c'était une bonne chose. À la 3e semaine, la famille élargie a commencé à me contacter. Mes parents disaient apparemment à tout le monde que je les avais abandonnés sans raison. Je n'ai pas encore répondu car je rassemblais des munitions. Ma cousine Jennifer m'a texté que ma mère avait appelé sa mère en pleurant, disant que je leur avais coupé les ponts sans crier gare. Ma tante m'a envoyé un courriel, disant que cela ne me ressemblait pas et que mes parents étaient morts d'inquiétude. Mon oncle m'a laissé un message vocal me demandant de l'appeler parce que mes parents étaient en mauvais état. J'ai documenté chaque message, appel et texto, construisant mon dossier méthodiquement. La 4e semaine, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était mon père. Il a dit que nous devions parler de l'argent, révélant que ma mère faisait des crises de panique et qu'ils ne pouvaient pas payer leurs factures. Quand j'ai demandé comment il pouvait se permettre Disney mais pas les factures, il a prétendu que c'était une occasion spéciale et une chose unique. Je lui ai dit que j'avais regardé le Facebook de maman et vu des croisières, des week-ends et de nouveaux meubles, beaucoup de soi-disant choses uniques. Quand il a insisté sur le fait qu'ils étaient mes parents et que je ne pouvais pas simplement leur couper les ponts, j'ai simplement répondu, regardez-moi bien. Étant de nature analytique, ingénieur, vous vous souvenez, j'ai décidé de faire quelques recherches. Ce que j'ai trouvé était éclairant. J'ai engagé un détective privé,
ce qui peut sembler extrême, mais j'avais besoin de la vérité. Ce qu'il a trouvé était une mine d'or d'irresponsabilité financière. Mes parents avaient refinancé leur maison 3 fois au cours des 10 dernières années. Ils avaient 150 000 $ de dettes de carte de crédit. Ils louaient 2 voitures de luxe, une BMW pour papa et une Mercedes pour maman. Ils maintenaient une adhésion à un country club coûtant 5 cents $ par mois. Maman avait une dépendance au shopping, dépensant en moyenne 2000 $ par mois en vêtements et bijoux. L'habitude de golf de papa coûtait environ 4 cents $ par mois juste en green fee. Il donnait également environ 1000 $ par mois à Ryan pour aider avec les jumeaux. Le vrai pompon, c'est de découvrir qu'il racontait des histoires différentes à différentes personnes pour obtenir de l'argent. Ils ont dit à ma tante qu'ils avaient besoin d'aide pour des factures médicales, on dit à mon oncle que leur toit fuyait, on dit à leurs amis de l'église qu'ils avaient du mal avec les factures de services publics, et on dit à leurs voisins qu'ils soutenaient un parent malade. Ils montaient une arnaque sur toute la famille, et j'étais le plus gros pigeon. Mes parents ont convoqué une réunion de famille chez ma tante. Ils ne m'ont pas invité, mais ma cousine m'en a parlé par texto. Ils essayaient apparemment d'amener les parents à me faire pression pour que je leur redonne de l'argent. J'ai débarqué à la réunion avec des preuves, littéralement. Je suis entré avec une mallette pleine de documents. La pièce est devenue silencieuse et maman a immédiatement commencé à pleurer, sa tactique de manipulation préférée. J'ai annoncé que puisqu'ils discutaient tous de ma prétendue cruauté, j'allais partager quelques faits. J'ai apporté les relevés bancaires montrant mes paiements, des captures d'écran de leur voyage à Disney, leur relevé de carte de crédit, des archives publiques d'un dépôt au tribunal que j'ai trouvé, un tableur montrant où leur argent allait réellement, des photos de leurs diverses vacances de l'année écoulée, et une version épurée du rapport du détective privé. J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger de ma tante comme si je présentais un dossier au tribunal. J'ai expliqué que pendant 5 ans, je leur avais donné 800 $ par mois, soit un total de 48 000 $. Dans le même temps, ils avaient dépensé plus de 200 000 $ en vacances, articles de luxe et pour renflouer Ryan. Pourtant, ils ne pouvaient pas garder mon fils pendant 4 heures. Ma tante, la sœur de papa, est devenue pâle et a demandé si c'était vrai. Mon père ne pouvait même pas la regarder. Son silence était accablant. J'ai continué, expliquant qu'il m'avait dit qu'ils avaient du mal avec les factures, qu'il disait à tout le monde qu'ils joignaient à peine les 2 bouts, tout en vivant comme des gagnants du loto. Mon oncle s'est levé, le visage rouge, outré d'avoir donné 5 000 $ l'année précédente parce qu'il prétendait qu'il pourrait perdre la maison. Ma tante a révélé qu'elle leur avait donné 3 000 $ pour la prétendue opération chirurgicale de ma mère. Un autre cousin a admis leur avoir prêté 2 000 $ pour des réparations de voitures d'urgence. La pièce a explosé alors que des années de mensonges se dénouaient en temps réel. Maman a essayé de jouer la victime, sanglotant sur le fait que personne ne comprend la pression sous laquelle nous étions, tandis que papa restait juste assis là, vaincu. Ryan, qui était resté silencieux, a finalement pris la parole, demandant s'il était vrai que l'argent qu'il pensait qu'il donnait de leur retraite venait en fait de moi. L'expression sur son visage quand il a réalisé qu'il avait été un complice involontaire dans leur stratagème était impayable. 2 semaines plus tard, j'ai reçu des papiers juridiques. Mes parents me poursuivaient pour abandon financier et rupture de contrat verbal. Ils prétendaient que parce que je leur avais donné de l'argent pendant 5 ans, j'avais créé une dépendance et ne pouvais pas légalement arrêter. Leur avocat était un chasseur d'ambulance qui a probablement pris l'affaire pour un pourcentage. J'ai engagé le meilleur avocat en droit des contrats de l'État, qui a ri quand il a vu leur dossier, le qualifiant d'équivalent juridique d'une crise de colère de bambin. Nous avons contre-attaqué pour fraude. Ils avaient dit aux gens que je ne les aidais pas pour obtenir de l'argent de la famille et pour harcèlement. Puis ils ont essayé de poursuivre pour obtenir les droits des grands-parents de voir Tommy. Le problème est que, dans notre État, les droits des grands-parents ne s'appliquent que s'ils avaient une relation établie avec l'enfant. Grâce à leur propre négligence envers Tommy, ils n'avaient aucune chance. Le juge semblait agacé par leur avocat, se demandant comment ils pouvaient vouloir des droits de visite pour un petit-fils qu'ils ne pouvaient pas garder pendant 4 heures. Leur avocat a tenté de faire valoir que je les aliénais de Tommy. Mon avocat a fourni 3 ans de messages textes où je les invitais aux événements de Tommy, tous refusés ou ignorés, les dossiers scolaires montrant qu'ils n'avaient jamais assisté à une seule fonction, des témoignages de moralité des enseignants de Tommy disant qu'ils n'avaient jamais rencontré ses grands-parents paternels, et un journal montrant qu'ils l'avaient vu moins de 10 heures au total au cours de l'année écoulée. Ma mère, étant la baby-boomer qu'elle est, a décidé de porter le combat sur Facebook.
Elle a commencé à publier sur la façon dont son fils ingrat avait abandonné sa famille et comment il luttait pour survivre. Ces publications comprenaient des déclarations comme « Quand vous donnez tout à votre enfant et qu'il vous abandonne dans vos années d'or, et je prie pour que mon fils retrouve le chemin de Dieu et de la famille, et certaines personnes oublient d'où elles viennent. Nous avons le cœur brisé, mais nous aimons toujours notre fils égaré. » Je n'ai pas réagi directement. Au lieu de cela, j'ai créé un site web simple, La véritable histoire de Robert et Carol, pas leur vrai nom. J'ai posté chaque reçu, capture d'écran et documents financiers. J'ai inclus une chronologie montrant chaque fois qu'ils ont choisi les enfants de Ryan plutôt que Tommy, chaque vacances qu'ils ont prises en prétendant la pauvreté, chaque parent qu'ils ont escroqué, et chaque mensonge qu'ils ont dit. Je l'ai fait ressembler à un site d'information professionnelle avec une mise en page épurée, juste les faits, pas d'émotion, de la pure documentation. J'ai ensuite partagé le lien en commentaire sur ces publications. La réaction a été rapide. Leurs amis ont commencé à poser des questions. Les parents ont exigé leur argent en retour. Leur église, où travaille Ryan, a commencé à prendre ses distances. Les commentaires sur ces publications sont passés de « Je prie pour vous » à « Est-ce vrai, Carol ?» à « Je n'arrive pas à croire que vous nous ayez menti ». Les poursuites judiciaires ont été rejetées, évidemment, mais les frais de justice ont mis mes parents en faillite. Il s'avère que dépenser tout son argent en produits de luxe ne laisse pas grand-chose pour les avocats. La réunion de famille avait ouvert les yeux de tout le monde. Ma tante et mon oncle ont exigé leur argent en retour. Quand mes parents n'ont pas pu payer, ils ont poursuivi. D'autres parents ont suivi. Ryan a essayé d'intervenir, m'appelant et me suppliant de les aider, insistant sur le fait qu'ils étaient nos parents. Quand j'ai demandé s'ils se comportaient comme des parents quand ils gardaient ses enfants pendant une semaine mais ne pouvaient pas épargner 4 heures pour les miens, il a prétendu que c'était différent. Quand j'ai insisté pour savoir en quoi, il a soutenu que ses enfants avaient besoin de ce voyage. Je l'ai informé que j'avais eu besoin de cette présentation, qui m'a coûté des millions en contrat. Ryan a été choqué, ses parents lui ayant dit que je faisais un drame pour un petit truc de travail. Il n'avait aucune idée de la conférence ou de l'opportunité perdue. Ryan a admis que sa femme, Britney, avait dit que quelque chose semblait louche à propos de l'argent qu'il recevait de nos parents, notant que cela ne correspondait pas au fait qu'il soit à la retraite. C'est à ce moment-là que la dernière pièce du puzzle s'est mise en place pour lui. Le château de cartes s'est effondré rapidement. La banque a saisi leur maison. Leurs voitures ont été reprises. Le country club les a bannis et les a poursuivis pour cotisations impayées. Leur carte de crédit était au maximum et annulée. Et ils ont dû déclarer faillite. Le meilleur, c'est que lors de la réunion de famille, Britney a découvert qu'ils donnaient de l'argent à Ryan. Elle était furieuse. Ils avaient du mal à payer leurs propres factures pendant que Ryan prenait de l'argent de nos parents au lieu de travailler plus d'heures. Britney a donné un ultimatum à Ryan, leur couper les ponts ou divorcer. Ryan a choisi son mariage. Mes parents ont perdu leurs 2 fils d'un seul coup. Leur enfant chéri les a finalement vus pour ce qu'ils étaient. Le mois dernier, près d'1 an après la confrontation initiale et des mois après que les batailles juridiques et sur les réseaux sociaux se soient largement calmées, mon téléphone a affiché un appel entrant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, j'aurais laissé les appels inconnus aller à la messagerie vocale. Trop d'appels indésirables ces jours-ci. Mais quelque chose, peut-être une vigilance persistante à l'idée que mes parents trouvent de nouveaux moyens de me joindre, m'a fait répondre. « Allô » dis-je prudemment, m'attendant à moitié à une voix robotique me proposant de prolonger la garantie de ma voiture. « Marcus, fils, s'il te plaît. » La voix était éraillée, affaiblie, mais indubitablement celle de mon père. Il semblait plus vieux que ses 65 ans, sa confiance caractéristique remplacée par quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant, un désespoir authentique. J'ai ressenti une vague complexe d'émotions, une colère qui couvait encore sous la surface, une préoccupation réflexe qui m'avait été conditionnée pendant des décennies, et un vide étrange là où l'amour familial aurait dû résider. « Qui est à l'appareil » demandai-je, bien que je le sache parfaitement, voulant le forcer à s'identifier, à reconnaître qu'il était maintenant un étranger qui devait se présenter plutôt que quelqu'un qui pouvait supposer une connexion. « Ne joue pas à ce jeu » râla-t-il, une pointe de l'ancienne impatience perçant à travers le vernis de la supplication. « Nous vivons dans notre voiture. » L'aveu semblait le faire souffrir physiquement. Chaque mot était traîné à contre-cœur de sa gorge. « Ça a l'air inconfortable » répondis-je, ma voix délibérément neutre, ni sympathique ni moqueuse,
énonçant simplement un fait de la manière dont il avait énoncé des faits sur mes insuffisances tout au long de mon enfance. Il y eut une pause remplie seulement de sa respiration laborieuse. Quand il reprit la parole, le désespoir était revenu, la fierté momentanément submergée par la nécessité. Nous avons besoin d'aide. Juste assez pour trouver un petit appartement. Rien d'extraordinaire, juste pour ne pas être à la rue. Je pensais que vous aviez beaucoup d'argent, dis-je, incapable de résister à l'envie de remuer légèrement le couteau dans la plaie. C'est ce que vous avez dit à tout le monde sur Facebook, que j'exagérais vos problèmes financiers pour justifier mon abandon. Une autre pause, plus longue cette fois. Nous avons fait des erreurs. Nous sommes désolés. L'excuse semblait répétée. Une réplique livrée sans une compréhension sincère de ce pourquoi il s'excusait. Désolé de s'être fait prendre. Désolé que leur plan se soit effondré. Désolé de faire face aux conséquences, mais pas désolé pour les années de manipulation, les dommages émotionnels, le mépris pour Tommy. Êtes-vous désolé? Ou êtes-vous désolé de vous être fait prendre, demandai-je, exprimant la pensée directement. Le silence qui répondit à ma question était accablant par sa longueur et son malaise. Finalement, j'ai décidé d'aller au cœur du problème. Laisse-moi te demander quelque chose, papa. Si vous ne vous étiez pas fait prendre, si j'avais continué à envoyer de l'argent, si tout le monde n'avait pas appris la vérité, auriez-vous jamais passé du temps avec Tommy? L'auriez-vous jamais traité comme vous traitez les enfants de Ryan? Bien sûr, répondit-il trop vite, la réponse creuse dans sa défense automatique. Quand j'ai insisté, refusant de le laisser s'en tirer avec de vagues assurances, il balbutia, nous allions le faire, incapable de terminer le mensonge de manière convaincante. Nous connaissions tous les deux la vérité. Il n'avait jamais eu l'intention d'investir dans une relation avec Tommy. Il était un dommage collatéral dans leur campagne pour élever la famille de Ryan tout en extrayant des ressources de moi. Non, vous n'alliez pas le faire, dis-je doucement. Vous savez quoi? Je vais vous aider. Exactement autant que vous m'avez aidé quand j'ai eu besoin de vous. Je vais vous donner exactement ce que vous avez donné à Tommy quand il voulait des grands-parents qui se souciaient de lui. Rien. J'ai entendu un bruissement sur la ligne, puis la voix de ma mère a remplacé celle de mon père, stridente d'indignation. Tu vas nous laisser être sans abri? La voix en majuscule, pensais-je distraitement, l'équivalent numérique de ses cris contre moi comme elle l'avait fait tant de fois dans mon enfance quand je ne parvenais pas à être à la hauteur de ses attentes impossibles. Vous avez laissé mon fils se sentir sans valeur, répondis-je, ma voix restant stable malgré l'émotion qui montait dans ma poitrine. Vous lui avez fait penser qu'il ne méritait pas des grands-parents qui se souciaient de lui. Dites-moi honnêtement, qu'est-ce qui est pire? C'est juste un enfant, hurla-t-elle, abandonnant toute prétention de discussion rationnelle. Il ne comprend pas. Tu as raison, acquiesçai-je, la surprenant dans un silence momentané. Il ne comprend pas pourquoi ses grands-parents ne l'aiment pas. Il ne comprend pas pourquoi ils ont pu passer une semaine à Disney avec ses cousins mais ne pouvaient pas le garder pendant 4 heures pour que son père puisse avancer dans sa carrière. Il ne comprend pas pourquoi Noël chez vous signifie des cadeaux chers et de l'attention pour les enfants de Ryan et un jouet à $10 en guise de pensée après coup pour lui. Veux-tu que je lui explique? Veux-tu que je lui dise que c'est parce qu'il n'est pas l'enfant de Ryan, et que dans cette famille, c'est tout ce qui compte? Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle, sa voix soudainement petite. Nous aimons Tommy. L'amour, ce sont des actes, maman, dis-je. L'amour, c'est être présent. L'amour, c'est faire de quelqu'un une priorité. Papa et toi n'avez jamais fait ça pour Tommy ou pour moi. Je soupirai, soudain épuisé par la conversation circulaire, par les décennies des mêmes schémas se répétant encore et encore. Je dois y aller maintenant. Tommy m'attend pour l'aider avec son projet de science. Contrairement à certaines personnes dans sa vie, je tiens mes promesses envers lui. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Mes mains tremblaient légèrement alors que je posais le téléphone sur mon bureau, l'adrénaline parcourant mon système après la confrontation. Mais sous la réaction physique se trouvait un surprenant sentiment de calme, de clôture. J'avais dit ce qui devait être dit clairement et sans l'explosion émotionnelle qui avait caractérisé nos interactions par le passé. J'avais maintenu mes limites sans cruauté, mais aussi sans faiblir. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fermé les yeux un instant pour me recentrer, puis je suis allé rejoindre mon fils dans le salon, où il arrangeait les matériaux pour son projet de volcan. Son visage s'est illuminé quand je suis entré. Papa. Je crois que j'ai trouvé comment rendre la lave plus réaliste, s'exclama-t-il,
tenant une bouteille de liquide vaisselle mélangé à du colorant alimentaire rouge. C'est génial, mon grand, dis-je, m'asseyant en tailleur sur le sol à côté de lui. Montre-moi ce que tu as fait jusqu'à présent. Alors qu'il expliquait avec enthousiasme ses modifications de conception, j'ai senti la tension de l'appel téléphonique se dissiper, remplacée par la simple joie d'être présent avec quelqu'un qui comptait, quelqu'un pour qui cela valait la peine d'être là. C'est ça, pensais-je, ce que la famille devrait être. 6 mois se sont écoulés depuis cette confrontation. Mes parents vivent maintenant dans un studio dans le mauvais quartier de la ville. Ma mère travaille chez Walmart et mon père livre les journaux. Ils ont la soixantaine, et repartent de zéro. Personne dans la famille ne leur parle plus. Ryan est toujours marié, de justesse. Britney l'a forcé à prendre un deuxième emploi, et ils sont en thérapie. Il n'a pas parlé à nos parents depuis que Britney a découvert la vérité sur l'argent. Pendant ce temps, Tommy et moi nous portons à merveille. Mon entreprise a connu une croissance de 40% cette année. Et Tommy réussit bien à l'école. Il a posé une question sur ses grands-parents une fois, et j'ai expliqué que parfois les gens font des choix qui blessent les autres, et quand cela arrive, nous devons nous protéger en restant loin d'eux. Il y a réfléchi et a dit, comme quand je ne joue plus avec Billy parce qu'il casse toujours mes jouets. J'ai confirmé que c'était exactement comme ça. La semaine dernière, j'ai croisé ma tante à l'épicerie. Elle m'a dit que mes parents l'avaient contactée pour de l'argent, et elle leur a ri au nez. Ils m'ont traité de dramatique quand je les ai avertis de leurs dépenses, a-t-elle dit. Maintenant, ils veulent mon aide. Aucune chance. La famille élargie leur a complètement coupé les ponts. Leurs anciens amis ne veulent plus rien avoir à faire avec eux. Leur église a dit à Ryan qu'ils ne sont plus les bienvenus aux événements. Apparemment, ils ont essayé de culpabiliser les membres de l'église pour qu'ils leur donnent de l'argent. Ils sont complètement seuls et honnêtement, je dors comme un bébé. Hier, j'ai reçu un autre appel d'un numéro inconnu alors que j'étais à mon bureau en train d'examiner les plans d'un nouveau projet municipal. J'ai failli ne pas répondre, supposant que c'était un autre appel commercial, mais quelque chose m'a dit de décrocher. C'était une assistante sociale du département des services sociaux du comté. Sa voix était professionnelle mais gentille. Elle a expliqué que Robert et Carol Williams avaient demandé une aide au logement d'urgence et m'avaient listé, Marcus Williams, comme un parent qui pourrait être en mesure de fournir un soutien. Elle faisait simplement preuve de diligence raisonnable en explorant toutes les options avant de poursuivre avec leur demande. Il fut un temps, peut-être il y a un an, où un tel appel m'aurait plongé dans une spirale d'émotions contradictoires, la colère face à leur audace, la culpabilité face à leur situation difficile, l'anxiété de ce que les autres penseraient si je refusais. Mais alors que j'étais assis là, dans mon bureau calme, entouré de preuves de la vie que j'avais construite par mes propres efforts, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Je ne suis pas en mesure de les aider, dis-je simplement, ma voix stable. Puis-je vous demander pourquoi, s'enquit l'assistante sociale, sans jugement dans son ton, recueillant simplement des informations pour son dossier. J'ai pris un moment pour considérer ma réponse, voulant être honnête sans décharger des années d'histoire familiale sur cette femme qui ne faisait que son travail. Ils ont choisi de ne pas faire partie de la vie de mon fils quand nous avions besoin d'eux, dis-je finalement. Leurs actions ont rendu leurs priorités très claires. Je respecte les limites qu'ils ont établies. Il y eut une brève pause, et je pouvais l'entendre taper des notes. Je comprends, dit-elle. Merci pour votre temps, monsieur Williams. C'était tout. Pas de drame, pas de manipulation émotionnelle, pas de culpabilisation, juste une simple question et une simple réponse. Après avoir raccroché, je suis resté assis à mon bureau pendant quelques minutes, attendant la montée familière de sentiments compliqués qui suivaient habituellement toute interaction liée à mes parents. Mais elle n'est jamais venue. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction de leur chute, ni culpabilité de leur situation, ni colère de leur tentative continue de m'utiliser, ni même soulagement d'avoir maintenu mes limites. Rien. Ce ne sont plus que des étrangers qui partagent mon ADN par hasard. Des personnes dont le lien avec moi est un accident biologique plutôt qu'un lien significatif. Je suis retourné à mes plans, j'ai noté d'aller chercher la glace préférée de Tommy en rentrant à la maison, et j'ai continué ma journée.